Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Demain, la grève s'annonce massive dans l'éducation nationale. Au niveau national, il est question d'une classe sur deux. On fait le point dans cette émission avec le secrétaire SNUDIFO de la Moselle. Et puis voici un aperçu en image des autres sujets du JT. Un secrétaire d'État dans le pays de Bitche, Joël Giraud a fait étape à Schorbach et Bitche. Culture, économie sociale, de nombreux projets intéressent le secrétaire d'État chargé de la ruralité. Joël Giraud a aussi pris le temps d'échanger avec les élus au cours d'une table ronde. Il a notamment été question de mobilité. Les élus ont fait remonter au secrétaire d'État les problématiques propres au territoire du pays de Bitche. Ça ne plane plus pour les vendeurs de CBD. Un arrêté ministériel publié le 31 décembre interdit la vente des fleurs et feuilles de cannabidiol. Un coup dur pour de nombreuses boutiques spécialisées dont le chanvre brut représente entre 50 et 70% du chiffre d'affaires. 5 étoiles et un label pour l'entre-deux. Ce meublé de tourisme qui a ouvert à Rémolfa en avril dernier a été doublement récompensé après seulement quelques mois d'ouverture. 5 étoiles dans le classement des meublés de tourisme et le label MOSL. Et en ce début d'année, c'est au tour du conseiller régional socialiste Michael Weber d'évoquer les perspectives pour 2022. Un entretien enregistré à l'extérieur et qui sera à découvrir en fin d'émission. Il est là, en direct, mais dans un autre studio pour nous parler de culture. Et quel est plus précisément, Thibault, le thème que tu vas aborder aujourd'hui ? Eh bien, on va voyager dans les années 1900 avec un personnage qui s'appelle Albert Kahn. Il a entamé un étrange projet de tour du monde. Je vous en parlerai plus en détail. Eh bien, on a hâte d'en savoir plus, mais dans quelques minutes, place d'abord à l'actu. Recevoir un secrétaire d'État pour un petit village comme Schorbach, c'est un événement. Hier, Joël Giraud, secrétaire d'État chargé de la ruralité, a commencé sa visite du pays de Bitche par cette commune qui multiplie les projets de développement économique et culturel. Reportage de Catherine Henrich et Thibault Desmerlet. Schorbach, 600 habitants, n'est pas le village le plus perdu du pays de Bitche. Ici se sont développés plusieurs projets qui intéressent le secrétaire d'État chargé de la ruralité, Joël Giraud. Cette visite m'a honoré doublement parce que c'est quand même, on a réussi à démontrer qu'avec beaucoup de volonté et en trouvant un partenaire fort, qui notamment à travers notre sous-préfet, qu'on arrive à faire des belles choses, des belles réalisations. Depuis 2011, 800 000 € d'aide de l'État ont été accordés à la commune de Schorbach. C'est donc avec fierté que le maire a présenté les différentes réalisations privées et publiques. Ici, on se développe sur tous les fronts. Côté culture, le centre d'art et le calendrier pour la paix. Côté économique et social, la maison multiservice et la future maison de santé. Autre commune, autre projet, Bitche était aussi sur l'itinéraire du secrétaire d'État. Ici aussi, les aides de l'État ont bénéficié à la mise en œuvre de plusieurs actions, notamment dans le cadre du projet Petite Ville de demain. Tout d'abord de démontrer la réactivité, la vitalité et le dynamisme de la ruralité en lui montrant les projets, les synergies, les stratégies que nous allons développer et engager, le champ d'action, les champs des possibles, au travers notamment le programme Petite Ville de demain. Le secrétaire d'État retiendra de cette visite l'offre culturelle qui est ici le point d'appui du développement d'une nouvelle ruralité. Donc pour moi, c'est la démonstration que la partie de la Moselle qui est bien loin des grandes agglomérations est aussi une partie de la Moselle qui a bien compris que son avenir, son destin était entre ses mains. Et nous, il nous appartient au niveau de l'État, non pas de lui dire ce qui est bon à la place de ce que font les élus du territoire, mais bien de donner les moyens pour que demain, ce soit les projets du territoire qui émergent et qui en fassent de nouveaux lieux de vie. Et la visite du secrétaire d'État s'est terminée par une table ronde avec les élus locaux, l'occasion de faire remonter les problématiques propres au territoire. Il a entre autres été question de mobilité. Alors que l'ONU annonce que 75% de la population mondiale vivra en ville en 2050, quelle place pour les territoires ruraux? Une question au cœur des discussions avec le secrétaire d'État chargé de la ruralité, Joël Giraud. Présent à Bitche face aux élus du territoire, et il a pu mettre en avant les actions de l'État en faveur de la ruralité. Que la ruralité est vraiment une chance pour la France et que, en se saisissant des programmes qui sont les programmes du ministère de la Cohésion des Territoires, eh bien, on arrive tout simplement à faire en sorte que cette ruralité ait un nouvel avenir.
Les territoires ruraux ont des atouts, notamment leur forte valeur environnementale, mais aussi des difficultés, en particulier lorsqu'il s'agit de mobilité. Cette rencontre avec le secrétaire d'État a permis aux élus d'exprimer leurs craintes et leurs espoirs pour l'avenir de leur petite commune et de leur territoire. C'est une réunion intéressante qui nous permet de démontrer que la ruralité ne sera à terme plus un territoire annexe d'un grand territoire urbain, mais plutôt un territoire qui va choisir ses partenaires, un territoire qui va pouvoir jouir de sa neutralité. Et j'avais pris l'exemple du Luxembourg ou de la Suisse, qui sont des petits territoires en termes de population, mais des grands territoires puisqu'ils définissent leur stratégie, leur ambition. Et je crois que la ruralité, c'est cette place-là qu'elle aura et qu'elle souhaite avoir. C'est un jeudi noir qui est attendu demain dans les écoles. Un appel à la grève a été lancé et devrait être très suivi également sur notre territoire. Quelles sont les raisons de la colère des personnels enseignants? Quelles sont leurs revendications? Mathieu Ries, secrétaire départemental du SNIDIF au 57, répond aux questions de Marie-Morgane Pires. Un appel à la grève est lancé ce jeudi 13 janvier. Les enseignants revendiquent notamment une amélioration des conditions de travail avec l'arrivée de cette nouvelle vague Omicron. Qu'est-ce que vous demandez exactement ? Écoutez, nous on demande beaucoup de choses, mais toujours les mêmes depuis maintenant bientôt 2 ans. On demande la sécurisation de notre lieu de travail parce qu'on ne peut plus travailler dans des conditions correctes aujourd'hui. Donc la sécurisation du lieu de travail, c'est la première revendication des collègues, c'est des masques FFP2, parce qu'on travaille toujours encore avec des masques en tissu, les enseignants aujourd'hui dans les écoles. C'est des capteurs de CO2, des purificateurs d'air. Et c'est aussi moins d'élèves dans les classes, c'est des postes, création de postes, parce qu'on manque de remplaçants aujourd'hui. On était déjà à 90 classes sans remplaçants le lendemain de la rentrée. Le protocole sanitaire a changé dans les écoles, notamment pour la gestion des cas positifs, des cas contacts. Désormais, la classe ne ferme plus dès 3 cas positifs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, on en est déjà à 50 versions différentes du protocole depuis le début de la crise sanitaire. Les enseignants n'ont même plus le temps d'en prendre connaissance que le protocole a déjà changé. On l'apprend par le biais des médias, on a très peu de notes de service et de communication de la part de notre hiérarchie. Et quant au protocole en lui-même, alors on fermait au départ une classe avec un cas à l'apparition du premier cas positif, c'est ensuite passé à 3 cas. Aujourd'hui, le protocole dit qu'on ne ferme plus qu'à partir d'un très grand nombre de cas. Je vous laisse imaginer, on a beaucoup de retours d'écoles où on en est à 5-6 cas par classe et on ne fait toujours rien parce que la cellule Covid n'arrive plus à suivre et que les collègues sont en attente de consignes. Donc aujourd'hui, la vérité, c'est qu'on ne ferme plus les classes. Donc pour l'heure, il est annoncé 75% de grévistes au niveau national. C'est donc une grève qui serait très suivie. Est-ce que vous avez déjà aussi une estimation au niveau de la Moselle et plus particulièrement à l'arrondissement de Sarreguemines ? Oui, alors en Moselle, je pense tout particulièrement, la grève va être très suivie. Bon, c'est le cas partout, mais c'est beaucoup le cas chez nous. Moi, je tiens à rappeler que c'est une grève qui vraiment part de la base. En Moselle, on a réuni les enseignants à AESH en début de semaine dernière, au lendemain de la rentrée, pour faire un peu le point. Et on s'est rendu compte que la situation était explosive. En Moselle, pourquoi est-ce que les collègues sont encore plus énervé peut-être qu'ailleurs, c'est qu'on se rend compte, on a l'Allemagne juste à côté, on se rend compte du décalage qu'il y a entre la gestion de la crise sanitaire dans les écoles d'un côté et de l'autre de la frontière. En Allemagne, on travaille avec des masques FFP2 depuis octobre 2020. Il y a des capteurs de CO2, des purificateurs d'air qui sont déjà mis en place. Les élèves sont testés 2 fois par semaine. Il y a une prime de 1 300 € qui va être versée aux enseignants. Et au bout du 2e cas, à l'heure actuelle, au 2e cas, on met toute la classe en quarantaine, ce qui est complètement opposé à ce qui se fait en France. Grève donc a priori massive demain dans les écoles, mais pas de grève aujourd'hui des éboueurs sur le territoire de la communauté d'Aglo Sarreguemines-Confluence. Ils font même du rab pour ramasser aujourd'hui les sapins de Noël. 9 équipes de la casque sont mobilisées depuis 5 h du matin. Les agents passent dans l'ensemble des communes de l'agglomération de Sarreguemines pour les collecter. Ils seront ensuite valorisés sur la plateforme de compostage. Si vous avez oublié de sortir votre sapin ou s'il comporte de la neige artificielle ou s'il est dans un sac à sapin, eh bien, il ne vous reste plus qu'à l'apporter en déchetterie.
Après les sapins, on change de plante pour s'intéresser à la fleur de chanvre. Les tensions refleurissent autour du CBD, cette molécule non psychotrope dérivée du cannabis. Un arrêté ministériel publié le 31 décembre interdit la vente des fleurs et feuilles de cannabidiol. Un coup dur pour de nombreuses boutiques spécialisées dont le chanvre brut représente entre 50 et 70% du chiffre d'affaires. Explication dans ce reportage de Fanny Bragard. Fan de Baudelaire et vendeur de CBD, Yvan n'imaginait pas que sa boutique Les Fleurs du Mal porte si bien son nom. Depuis le 1er janvier, l'État français lui interdit de commercialiser les fleurs et feuilles de ce dérivé du cannabis, pourtant légal. Si c'était une question de santé publique, comme ils le disent en fait, il laisserait ces produits se vendre normalement, comme dans n'importe quel autre pays de l'Union européenne. Donc c'est pour ça que c'est très contradictoire leur arrêté, ça n'a ni queue ni tête leur arrêté. Et puis je pense pour ma part que ce ne sera même pas applicable, de toute façon. C'est là tout le problème. Cet arrêté français se heurte au droit européen qui ne considère pas le cannabidiol comme un stupéfiant, tant qu'il contient moins de 0,3% de THC. Désireux d'exercer en toute légalité, Yvan a fait analyser chacune des 11 variétés de fleurs qu'il proposait à la vente. Ça c'est la plus élevée que j'ai, donc c'est l'Ojikush, donc elle est à 0,18% de THC. Sachant qu'en termes d'effet, qui est 0,06 ou 0,18, c'est exactement la même chose. Ouvert en juin dernier, son commerce florissant pourrait ne pas survivre à cette interdiction. On va essayer de s'en sortir avec les autres produits, et puis on verra bien, même si théoriquement c'est pas possible, quoi. Parce que 60% du chiffre d'affaires, on ne peut pas le rattraper, sur un produit on ne peut pas le rattraper avec les autres, quoi, pour moi, donc ça va être compliqué. D'autant plus compliqué que la vente d'infusion est elle aussi interdite. Or, elle représentait 5 à 7% des ventes d'Yvan. C'est quand même triste de devoir sortir ce type de produit-là, quoi. Je comprends pas. C'est des entreprises françaises, tout est réglo, entre guillemets. Donc, c'est ça qui est un petit peu aberrant, c'est qu'on nous embête avec des broutilles comme ça. Je pense que ce soit les autorités ou les gens, nous, on a d'autres soucis. Au placard donc fleurs et infusions, mais peut-être pas pour toujours. Loin de calmer le jeu autour du CBD, cet arrêté devrait laisser place à une nouvelle bataille juridique. Les professionnels du secteur s'apprêtent à déposer des recours devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État pourrait trancher dès vendredi. On continue avec une bonne nouvelle sur le plan touristique, une pluie d'étoiles pour l'entre-deux. C'est une nouveauté sur le territoire depuis le mois d'avril dernier. La famille Klein, originaire du village de Rémolfin, y a ouvert l'entre-deux, un meublé de tourisme. Un projet imaginé par les parents et mis en œuvre avec leurs 3 enfants. Et après quelques mois d'ouverture seulement, l'entre-deux est aujourd'hui étoilé. Reportage de Marie-Morgane Pires. Bonjour, bienvenue à l'entre-deux. C'est un projet de longue haleine qui a été mené en famille. Janine et Pierre, les parents, sont des habitués des chambres d'hôtes. En mai 2018, ils souhaitent à leur tour accueillir des touristes. Ils soumettent alors l'idée à leurs 3 enfants, Anaïs, Déborah et Benjamin. Ils sont tous partants, les démarches sont lancées dans la foulée et le premier coup de pelle est donné en octobre 2018. La famille souhaite créer un espace bien-être avec cette maison entièrement privatisée pour uniquement 2 adultes. Aujourd'hui, avec le stress du travail, des enfants, se retrouver dans un couple, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin. Et c'est vrai que quand on est à l'hôtel, tout est partagé. Donc le fait que ce soit privé, c'est vraiment c'est ce qu'on voulait faire. Après seulement quelques mois d'ouverture, le logement a été doublement récompensé. Il dispose aujourd'hui de 5 étoiles dans le classement des meublés de tourisme, mais aussi du label qualité MOSL. La plaque sera d'ailleurs officiellement installée la semaine prochaine par le département. Tous les membres de la famille restent mobilisés à côté de leurs emplois respectifs pour le bon fonctionnement de la maison et son entretien. Le ménage, le linge, enfin tout ça, tout le travail qui est en amont que les clients ne voient pas forcément, mais c'est vrai que c'est vraiment pas mal d'heures qui sont passées chaque jour ici. Donc ces récompenses, elles sont vraiment, on est vraiment content de les avoir reçues. Des récompenses qui devraient apporter encore plus de visibilité à ce nouveau lieu de tourisme. Il rencontre déjà un certain succès puisque le planning de réservation est complet jusqu'au mois de mai. Tout n'affiche pas complet, en tout cas du côté des événements culturels. Thibaut va vous dévoiler ses coups de cœur.
Alors Thibaut, combien d'idées de sortie as-tu à nous proposer pour les prochains jours ? Eh bien aujourd'hui elles sont au total de 4, alors notez bien dans vos petits agendas. On commence tout de suite à Beach pour le dimanche 16 janvier. Il s'agit du vernissage d'une exposition chez Harmonie Coiffure située au 14 rue du Maréchal Foch. Ce seront les œuvres de l'artiste local beachois Bruno Feuglé qui seront présentées et cet événement commencera à 11h. On bascule du côté de Sarralbe avec le concert du Nouvel An qui aura lieu le 16 janvier à 16h dans la salle socioculturelle du complexe François Mitterrand. Il sera assuré par la Philharmonie de Strasbourg qui va interpréter des grands airs d'opéra et d'opérette. Pour les réservations, il faudra vous approcher de la mairie. Quelques places sont encore disponibles. Sarreguemines aussi. Oui, pour ce qui est de la Cité faïencière, la saison culturelle continue avec Tanguissimo, un spectacle de musique et de danse qui met en avant le tango. Cela se déroulera à l'auditorium du Casino de la Faïencerie à 16h le dimanche 16 janvier. Infos et réservations sur le site de la ville de Sarreguemines. Et on enchaîne avec la médiathèque communautaire. Depuis hier, une exposition de light painting est visible. Alors le light painting, c'est quoi ? Ce sont des photographies qui ont été créées en jouant sur le temps d'exposition de plusieurs sources lumineuses. Ce sont des œuvres retravaillées par l'artiste Thierry Sidoum. Visite disponible jusqu'au 19 février. L'entrée est libre et gratuite aux heures d'ouverture. Et aujourd'hui, on va justement rester dans le thème de la photographie, mais en remontant dans le temps, si j'ai bien compris. Oui, et je vais vous parler de cet homme en particulier. Il s'agit d'Albert Kahn. Alors ce n'est pas un photographe, mais c'est un banquier et philanthrope français, un Alsacien qui est né à Marmoutier en 1860. Et qu'a-t-il fait de particulier alors ? Albert Kahn a une certaine conviction. Il est sûr que le fait de connaître les cultures étrangères encourage le respect et les relations pacifiques entre les peuples. Alors c'est une bien noble conviction. Donc en plus de son métier, il a lancé un énorme projet, celui de créer une collection d'images prises à travers le monde. Il remarque qu'au début des années 1900, la société évolue. Il a donc voulu l'immortaliser en son temps. C'est très ambitieux, mais comment a-t-il procédé alors ? Alors il n'a pas fait ça tout seul, évidemment. Il a envoyé une douzaine d'opérateurs pour sillonner plus de 50 pays. Cette opération s'est déroulée de 1908 à 1931, donc soit sur plus de 23 ans. La direction scientifique de l'opération a été donnée au géographe français Jean Brune. Et pour graver à jamais cette période de l'histoire humaine, il a utilisé deux inventions des frères Lumière, le cinématographe et l'autochrome. Alors là, je crois qu'un petit rappel technico-historique serait le bienvenu quand même. Oui, alors l'autochrome ne vous dit peut-être rien. Il s'agit du premier procédé photographique en couleur naturelle, vous le voyez sur l'image. Elle a été utilisée majoritairement durant la période de l'opération d'Albert Kahn. Alors comment ça marche ? En pratique, l'autochrome est réalisé grâce à une seule plaquette en verre sur laquelle est déposé des millions de grains de fécule de pommes de terre colorés que vous pouvez apercevoir sur l'image. Ils sont recouverts ensuite d'un vernis protecteur, puis d'une émulsion sensible à la lumière. Et lorsque vous mettez toute cette plaquette dans l'appareil photographique, lorsque la lumière va taper sur cette plaque, l'émulsifiant va révéler les fécules qui correspondent à la couleur du sujet que vous avez en face. Alors la technique demande un long temps d'exposition, c'est pour ça que vous pouvez voir certains flous de mouvement dans certaines photos de l'époque. Alors, le cinématographe est lui beaucoup plus connu. Oui, c'est une invention célèbre des frères Lumière. C'est la première caméra de prise de vue d'images en mouvement qui sert également de projecteur. C'est l'ancêtre du cinéma qu'on connaît actuellement. Alors si on en revient au grand projet dont tu parlais, ça veut dire qu'à l'époque, il n'y a pas eu seulement des photos, il y a déjà eu aussi des films qui ont été réalisés ? Oui, au total, plus d'une centaine d'heures de films et 72 000 autochromes qui ont été rassemblés. La collection se nomme aujourd'hui les archives de la planète. Alors après une longue campagne de numérisation et de documentation, la collection est disponible à tous, elle est accessible pour tout le monde. Elle fait partie du musée départemental Albert Kahn qui est situé à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Un site internet y est dédié où la collection est diffusée en open data, c'est-à-dire que vous pouvez voir les photos et les télécharger. Il y a une carte interactive du monde où vous pouvez voir chaque autochrome qui a été réalisé. Alors je vais vous montrer quelques exemples. Vous avez un premier autochrome qui a été réalisé en 1914, c'est une famille parisienne, et un second autochrome qui lui a été réalisé en 1912, et là vous voyez des villageois en Mongolie.
Et chez nous, est-ce que notre territoire a eu la chance d'être immortalisé ? Oui, il existe un seul et unique autochrome qui a été réalisé sur l'arrondissement de Sarreguemines et plus particulièrement dans le pays de Bitche. Alors je vais vous montrer l'image, voici l'image. Est-ce que tu devines la localisation ? Un château, mais lequel ? Il y en a plusieurs dans le pays de Bitche. Alors tu as bien deviné, le mur qu'il y a sur l'image, eh bien, c'est le mur du château de Ramstein, des ruines du château de Ramstein qui est près de Bärental. Cette photo a été prise en 1922. Alors vous voyez derrière, la plaine est encore vide, naturelle, avec l'étang au loin. Et cette image, c'est mon alibi pour revenir à notre temps. Je vais donc vous montrer une seconde image qui, elle, a été prise dans les années 1970. Le même cadrage, le même point de vue. Et derrière, vous voyez le camping du Ramstein qui est en train d'être construit et de s'installer. Et puis, pour se rapprocher encore d'aujourd'hui, une image en 2020 sous la neige des ruines du château. Donc, à travers toutes ces photos, nous avons traversé plus de 100 ans. Merci beaucoup Thibaut pour ce beau voyage dans le temps. Nous, on va s'intéresser maintenant à un autre type de temps, celui qu'il fera demain. Voici les prévisions de Météo France. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, nous sommes le 12 janvier et en moyenne, c'est à cette date que la majeure partie des personnes ont déjà abandonné leur résolution du nouvel an. Mais il faut se dire aussi que quand vous vous êtes dit que vous alliez venir ici utiliser ces machines au moins une fois par semaine, même vous n'y avez jamais vraiment cru. Mais parlons de choses plus réjouissantes. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des roues, le Kiss Ginger Day, littéralement la journée pour embrasser un roux. Et cette journée farfelue nous vient tout droit de South Park, la série qui est connue pour ne pas être tendre avec les roues, avait créé le Kick Ginger Day, la journée pour taper un roux, à prendre bien sûr au second degré. Mais un Canadien a voulu s'assurer d'envoyer le plus d'amour possible aux roues et a donc instauré le fameux Kiss Ginger Day qu'on célèbre aujourd'hui. Et si vous voulez une nouvelle encore plus réjouissante, il nous suffit de regarder la météo pour demain. Pas d'orangé, mais du bleu et du jaune. Ce sont les seules couleurs qui composeront le tableau pour la journée. Un ciel bien dégagé et un soleil brillant du matin jusqu'au soir. Côté température, les minimales iront de -3 à -2 degrés, les maximales de 3 à 5 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Yvettes et il fera jour de 8h25 à 17h02. Passez tous encore une très belle journée ensoleillée en notre compagnie et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. On m'a dit que les piles des appareils étaient difficiles à changer. Elles sont très petites. Alors aujourd'hui, on a des solutions comme les appareils rechargeables. Ça existe dans tous les modèles. Les intra-auriculaires, appareils directement dans l'oreille, les micro-contours et les contours. Donc ça évite le changement de pile, c'est pratique et écologique. Pose du réseau gaz à Riemsdorf. Aujourd'hui, nous sommes en Alsace. Nous pouvons travailler dans le pays de Bitche ou dans le pays de Sarreguemines, même Sarrebourg, et nous déplacer ne nous fait pas peur. Enfouissement de la ligne haute tension à Sourtes. Ça permet une sécurisation de l'alimentation électrique du village et aux alentours. Acquisition d'un camion aspirateur dernier cri. Il nous permet d'aller très vite lorsqu'on fait des trous de sondage en milieu urbain et de travailler en toute sécurité. Un partenariat avec le CHS de Sarreguemines et l'association Réhab. Le handicap a sa place dans le milieu du travail. En 2021, WETP et CMIT ont réalisé 500 branchements, posé 30 000 mètres de réseau sec et enfoui 10 000 mètres de réseau aérien. GRDF, Enedis et les collectivités locales nous ont une nouvelle fois fait confiance. Le groupe Wagner, ce sont aussi 2500 barrières de sécurité, une flotte de 40 véhicules et surtout 50 salariés qui œuvrent au quotidien. Pour 2022, nous vous adressons tous nos vœux pour relever les défis qui sont les vôtres. Contre la transmission, pensons aération. Quand on parle, quand on rit et même quand on respire, des micro-gouttelettes invisibles à l'œil nu restent en suspension dans l'air et peuvent transmettre le virus du Covid-19.
C'est pourquoi il est important d'aérer 10 minutes toutes les heures pour les faire disparaître. Même vaccinés, continuons à appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Dans ce contexte épidémique, à Mosaïque Cristal, nous avons choisi de réaliser les interviews de début d'année à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est le conseiller régional socialiste Michael Weber qui est face à l'objectif. Michael Weber, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseiller régional élu sur la liste Il est temps pour l'écologie et la justice sociale en Grand Est menée par Eliane Romani. Alors c'était une liste de rassemblement qui unissait Génération Écologie, Europe Écologie Les Verts, le mouvement des progressistes, Alternative Alsacienne, Cap Écologie, le Parti Socialiste, le Parti Communiste et Nouvelle Donne. Est-ce que c'était une union sur le papier, juste le temps de la campagne? Alors je vous demande ça parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans les mêmes groupes, tous les élus de votre liste. Vous vous êtes séparés. Vous, par exemple, vous êtes dans le groupe La Gauche Solidaire et Écologiste, alors qu'Eliane Romani est, elle, dans le groupe Les Écologistes. C'est pour avoir deux groupes et plus de temps de parole ou il y a une scission au sein de la liste ? Il n'y a pas de scission au sein de la liste. Quand il y a des accords politiques qui se font, ça a toujours été le cas dans l'histoire, effectivement, on a créé une liste de rassemblement pour être présent au sein de l'Assemblée régionale. Et puis il y a des différences, comme des différences de fond, des différences politiques entre ce que portent les Verts et ce que porte le groupe que je préside avec les socialistes et les communistes. Je rappelle que dans la majorité de 2012 au Parlement, il y avait des écologistes qui étaient candidats et élus députés avec le soutien des socialistes et à l'inverse des socialistes qui ont été élus avec le soutien des Verts. Donc ça a toujours été comme ça à gauche et c'est un peu finalement à l'image de ce que l'on espérait pour l'élection ou les élections qui vont se dérouler au cours de cette année 2022. Donc voilà, c'est un accord qui s'est concrétisé d'ailleurs par une autre façon de faire peut-être de la politique au sein de l'hémicycle régional. Alors dans ces circonstances, quels sont les projets que vous voulez défendre en 2022 ? Si vous voulez, là où il y a une différence dans ce que l'on porte, c'est de vraiment prendre en compte les évolutions de la société telles qu'on les ressent aujourd'hui. On voit bien que la question de l'environnement est prégnante et que la crise environnementale climatique, elle a un impact sur notre quotidien, sur la vie quotidienne des gens. Mais on voit aussi que d'autres évolutions sociétales sont en cours. Je pense au télétravail, je pense aux rapports différents que l'on a au lieu de vie. Et tout ça impose que pour nous, eh bien, on change cette société et que la région doit être plus agile pour être plus réactive et accompagner ces changements de société. C'est le cas en termes de mobilité, c'est le cas sur les transitions économiques qui sont nécessaires, c'est le cas pour accompagner les collectivités dans cette mutation de leurs pratiques au quotidien et c'est ce pourquoi nous plaidons au sein de l'Assemblée régionale aujourd'hui. Bien sûr, on est minoritaire, très minoritaire, on est dans l'opposition, on essaie de faire des propositions, on en a fait quelques-unes dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. J'espère que quelques-unes seront prises en compte lors du vote du budget qui est prévu pour la fin de ce mois. S'il y avait un projet de la majorité contre lequel vous voudriez vous battre, ce serait lequel ? Je pense qu'il y a aujourd'hui une façon de faire dans les projets de la majorité. Ce n'est pas simplement un projet en tant que tel contre lequel nous sommes défavorables, mais c'est de dire qu'il n'y a pas d'accompagnement pour les plus fragiles. Ça vaut, quand je dis les plus fragiles, ce n'est pas simplement la population la plus fragile, c'est aussi les entreprises qui sont le plus en difficulté, c'est aussi la ruralité ou certaines villes qui sont en difficulté. On a le sentiment que l'approche aujourd'hui elle est générale et qu'une fois de plus, on ne fait pas, on ne tricote pas une politique qui soit vraiment à l'attention des territoires en fonction de leurs spécificités. Et nous, ce que l'on souhaiterait, c'est qu'on tienne compte vraiment de la spécificité des territoires. S'il y avait un enjeu majeur en 2022 dans le Grand Est, pour vous, c'est lequel ? C'est celui de la mobilité. On est dans un territoire qui est transfrontalier. Il y a une question sur la mobilité transfrontalière avec nos voisins allemands. Il y a une question sur ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Comment est-ce que l'on fait pour que d'un transport collectif, on aille jusqu'au bout de la démarche ? Il y a une question de la présence des réseaux routiers et ferrés. Je pense au réseau ferré. On est d'ailleurs concerné notamment sur ce territoire-là, comme au réseau routier avec le contournement sud de Sarreguemines qui
a fait l'objet de beaucoup de débats dans le cadre de ces élections au cours de l'année 2021. Donc je crois vraiment que cette question de la mobilité, elle est importante. Et j'y inclus, quand je parle de mobilité, aussi le numérique, parce qu'il y a une forme de mobilité numérique aujourd'hui. Il y a la fracture numérique que l'on connaît, mais ce matin encore, j'étais à Beach et je constatais qu'il y a des entreprises ou des personnes qui, auto-entrepreneurs, sont installés à Beach, ont besoin de réseaux haut débit et qu'ils ont une pratique tout à fait différente de leur emploi. On fait du télétravail, c'est-à-dire on est 2-3 jours chez soi à la maison, on est 2-3 jours sur son lieu de travail et tout ça change effectivement le lien au territoire que l'on peut avoir. Vous l'évoquiez tout à l'heure, 2022, c'est une année électorale. Il va notamment y avoir l'élection présidentielle. Alors, vous êtes aussi premier secrétaire de la Fédération du Parti Socialiste de la Moselle. Quel est du coup votre regard sur la situation actuelle entre la campagne d'Anne Hidalgo, la potentielle candidature de Christiane Taubira, tous les débats autour d'une primaire ou non? Vous en dites quoi? Je constate qu'il y a un émiettement qui n'est pas favorable à la gauche. Peut-être même de dire qu'avant de constater cet émiettement, on est dans une situation où la social-démocratie a besoin de se réinventer. Moi, j'ai toujours été un social-démocrate et je pense que justement cette œuvre de la gauche pour recréer de l'égalité et de la justice sociale, c'est pour moi un sujet qui est important. Aujourd'hui, on a cet émiettement entre Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Christiane Taubira qui effectivement nous plombe la gauche et quelque part démobilise l'électorat de gauche. En réalité, on entend de plus en plus dans la rue des gens qui nous sont proches en nous disant on ne va pas voter parce qu'on ne sait pas finalement ce qui vous sépare et on n'a pas envie de se déplacer si de toute façon on est contraint de rester en dessous des 10%. C'est un petit peu la difficulté dans laquelle on est. Moi je plaide pour un rassemblement. Anne Hidalgo a demandé à ce que l'ensemble de ses candidats s'inscrivent dans la primaire populaire pour qu'il y ait effectivement le plus largement possible un rassemblement. Certains se sont engagés, enfin ont annoncé qu'ils respecteraient d'ailleurs le verdict de la primaire populaire. C'est le cas de Christiane Taubira, c'est le cas d'Anne Hidalgo, à condition que l'ensemble des autres candidats, et notamment que Yannick Jadot, s'inscrivent lui aussi dans cette primaire populaire. Aujourd'hui, on n'y est pas. C'est malheureux parce que finalement c'est le peuple qu'on veut représenter et qu'on veut défendre qui est quelque part trahi ou se sent trahi dans cette situation. Donc on devra peut-être s'orienter à défendre nos couleurs malgré tout contre vents et marées parce que le Parti socialiste n'a pas vocation à disparaître aujourd'hui, il est présent, il a porté des réformes importantes de la société et il doit incarner quelque chose à l'élection présidentielle si tant est qu'on n'a pas trouvé un accord plus général et plus large. Donc à voir dans les semaines et les mois à venir. Merci pour cet entretien. Merci à vous. Et c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous.